Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette webconférence que nous avons souhaité organiser avec mon réseau Cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose. Alors, on a 1 heure aujourd'hui et on a le privilège d'avoir un duo de choc, le docteur Anne-Vincent Salomon et le docteur Paul Cotu. Vous ne voyez pas son nom, mais voilà. Donc, je vais leur laisser très, très vite la parole avant qu'après ils retournent à leur consultation. Bonjour et merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour Oriane, bonjour Laure, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Alors, un tout petit mot d'accueil. Sur mon réseau Cancer du sein notamment, il y a énormément de questions et finalement, ce que je voulais rappeler en introduction, c'est quand un dépistage organisé montre quelque chose ou quand un symptôme fait qu'on consulte pour un problème dans le sein et que le diagnostic ou la suspicion d'un cancer du sein arrive, démarre une période qui est très compliquée pour les patientes, qui est justement de la biopsie, qu'est-ce qu'on va attendre. Donc, c'est des journées où on se pose beaucoup de questions, on a encore très peu d'informations et on se demande ce qui se passe. Et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui parce que vous allez pouvoir nous éclairer à la fois sur tout ce travail que vous faites pour déterminer exactement la maladie qui concerne la personne et du coup les propositions de traitement qui vont pouvoir être faites. Mais on a aussi besoin de comprendre pourquoi on n'a pas toutes la même proposition, puisqu'aujourd'hui, l'enchaînement des séquences de traitement peut être différent, les propositions de traitement peuvent être très différentes, même pour un cancer du sein dit localisé et où la plupart des gens se disent c'est un petit cancer. Donc voilà, on est très très content de vous entendre et je vous dis tout de suite que bien entendu, cette conférence comme nos autres conférences réalisées avec Oriane sera disponible en replay, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous entendez aujourd'hui et vous pourrez le réécouter plus tard. Merci Laure. Donc Paul, tu y vas. Je vais commencer. Donc encore une fois, merci pour votre invitation. Alors je ne sais pas si on peut voir les diapos. Je pense que c'est Jade qui doit les lancer. Oui. Ouais, j'attends. Voilà, parfait. Donc, caractérisation et innovation. Alors, on pourrait mettre au milieu et traitement et innovation, parce que l'innovation va concerner tous ces aspects-là. Et donc, ce n'est pas par hasard que vous avez 2 médecins aujourd'hui. Vous avez un médecin qui fait du diagnostic, le docteur Anne-Vincent Salomon, ma collègue et amie, qui est un passage essentiel. Et tout ce qu'on va discuter aujourd'hui va beaucoup tourner autour du diagnostic et comment les différentes strates du diagnostic, finalement, conduisent à cette fameuse caractérisation et à quel point ça influe sur ce que je vais faire moi, c'est-à-dire oncologue médical, thérapeute, si vous voulez, du cancer, et comment je vais moduler les différents traitements à ma disposition en fonction des situations individuelles et de la variété des tumeurs auxquelles nous sommes confrontés. Alors, on va dérouler l'exposé en 3 parties, une espèce de 3 chapitres, si vous voulez. Je vais démarrer pour vous montrer finalement comment on fait, comment est-ce qu'on a accès au tissu tumoral, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Et puis Anne va vous décrire les résultats possibles, et puis on finira sur des aspects un peu plus applicatifs, histoire de faire le lien de tous ces éléments. Alors, on va jouer au jeu du dictionnaire pour commencer. Caractériser, ça veut dire quoi? Au-delà de la patiente ou du patient qui est devant nous et de ses caractéristiques individuelles et personnelles, la première étape, bien sûr, c'est caractériser, autrement dit, à quelle maladie avons-nous affaire? De quelle variété de cancer il s'agit? Est-ce que ce cancer est étendu ou pas? Est-ce qu'il y a des critères de gravité? Est-ce qu'il y a des éléments dans le diagnostic qui vont nous orienter vers tel ou tel traitement ou au contraire faire contre-indiquer telle ou telle approche thérapeutique? Et puis le deuxième aspect, qui est un des aspects importants, bien sûr, c'est en quoi tous ces éléments de caractérisation qui se sont étoffés et qui continuent à s'étoffer au fil des années sont importants pour la décision thérapeutique immédiate et puis bien sûr pour l'innovation thérapeutique. Et on verra 2-3 exemples qui permettent de répondre déjà de manière applicative finalement à ces aspects-là. Alors, la première chose pour caractériser, c'est qu'il faut accéder au tissu tumoral, en particulier au tissu tumoral. On parlera un peu plus tard d'ADN tumoral circulant, mais la base, le cœur du réacteur, si vous voulez, c'est comme la maladie elle-même. Et donc, avec plusieurs questions qui se posent. Tout d'abord, s'il y a une maladie quelque part dans un organe, le sang en l'occurrence, est-ce que c'est un cancer? Vous voyez cette patiente qui a une petite anomalie là, du sillon sous-mammaire, où on devine un peu de rougeur ici, un peu de rétraction. Est-ce que cette maladie-là du sein est un cancer? Deuxièmement, quand on voit des anomalies radiologiques comme cette petite boule qu'on voit ici ou ce petit trou dans l'os qu'on voit là,
Est-ce que ce sont des métastases de son cancer du sein? Est-ce que ce sont d'autres lésions? Et puis, une fois qu'on a fait diagnostic de cancer et éventuellement de métastases, à quelle variété avons-nous affaire? Alors, comment on fait pour faire tout ça? Pour le sein, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà observé ou déjà subi ce type de prélèvement. Il s'agit de maintenant à peu près systématiquement pour les cancers du sein, en tous les cas les lésions tumorales du sein qui sont susceptibles d'être cancéreuses, de faire des prélèvements guidés par l'imagerie, essentiellement par l'échographie, ça peut aussi être fait par IRM. Et ce qui est important là, au-delà de la technique de guidage, donc on va être repéré dans le prélèvement qui sera fait, c'est la notion de conservation du tissu. Vous voyez, mise directement en formol, qui est un produit qui permet de conserver les tissus avec une très bonne qualité, qui permet une analyse éventuellement différée dans le temps. Ces éléments-là sont des étapes absolument essentielles. Il faut prendre le temps de les faire, prendre le temps de bien les faire. Il vaut mieux décaler un geste de 24 heures, mais le faire dans les bonnes conditions plutôt que se précipiter. Il n'y a à peu près jamais d'urgence en matière de cancérologie mammaire. On peut répéter ces techniques, vous voyez, pour les biopsies osseuses, par exemple, toujours en étant guidé par l'imagerie. Si on reprend notre petite image osseuse, vous voyez, qui est différente de l'autre côté, ici, on est au niveau du bassin, vous voyez cette zone noire, eh bien, on peut la prélever. Et donc, ce sont maintenant nos collègues radiologues interventionnels qui ont beaucoup développé ces techniques dans beaucoup de centres pour à la fois des aspects de diagnostic et éventuellement même thérapeutiques, qui permettent de prélever, là aussi, avec une localisation anatomique certifiée, la zone suspecte. C'est vrai pour l'os, c'est vrai par exemple pour la plèvre, qui est tissu péripulmonaire, ça peut être vrai aussi pour les ganglions. Enfin, on pourrait décliner comme ça le foie, le cerveau, on peut décliner à peu près tous les organes, on peut quasiment tout biopsier maintenant de manière ambulatoire, guidée par l'imagerie. Et donc, une fois que le prélèvement est fait, il est traité par les pathologistes. Voilà, donc les pathologistes, en fait, ce sont les médecins des tissus. Et pour l'instant, là, on en est à l'étape de diagnostic. Donc, le radiologue a fait des prélèvements. C'est 2-3 cm de biopsie qui est récupérée à l'aiguille, radio-guidée, donc soit dans le sein, soit, comme l'a dit Paul, dans d'éventuels autres sites qui sont des sites qu'on suspecterait d'être métastatiques. Mais donc, si c'est le début, on a eu une anomalie à la mammographie, confirmée à l'échographie, prélevée par le radiologue, cette petite biopsie nous est confiée en formol et elle est fixée au minimum 6 heures. Elle est ensuite enrobée et imprégnée de paraffine, cette cire qui sert à faire les bougies, qui va durcir les tissus, puis vont être coupés, colorés et analysés au microscope, et puis de plus en plus sous forme de lames numérisées, de lames digitales. En fait, là, c'est la digitalisation, la transition numérique de la pathologie. Donc, on travaille soit avec un microscope, soit avec un écran d'ordinateur, et on va donner de nombreuses informations sur lesquelles on va revenir là ensemble pour faire un compte-rendu de pathologie que le médecin vous remet dans un grand nombre de cas et qu'il remet en tout cas aussi à votre médecin traitant et qui est en fait le cœur de toutes les informations essentielles à discuter entre différents spécialistes, le radiologue, le pathologiste, l'oncologue médical, le chirurgien et le médecin qui est en charge de la radiothérapie, donc le radiothérapeute, et tout ça pour essayer de trouver la stratégie de traitement la plus ajustée et la plus personnalisée, non seulement aux caractéristiques de la tumeur, mais également aux caractéristiques de la personne soignée. Les tissus qui sont confiés par le chirurgien suivront, si la personne soignée commence par une intervention chirurgicale en particulier, ou après de la chimiothérapie, la pièce opératoire suivra le même processus de fixation, d'imprégnation et d'enrobage en paraffine, de coupe très fine, de coloration des coupes très fines et de l'analyse au microscope complétée de ce qu'on appelle de l'immunohistochimie pour mettre en évidence les marqueurs dont on va reparler dans un instant. Et puis, s'il faut recouper les lames pour en extraire de l'ARN ou de l'ADN, c'est à nouveau un processus technique qui va prendre un peu de temps. On a toujours bien sûr la possibilité de congeler, de ne pas tout fixer. Et certains d'entre vous ont dû signer des consentements pour nous donner l'autorisation de conserver à moins 80 degrés, donc
congeler des fragments de biopsie ou bien sur les pièces opératoires des petits fragments du tissu tumoral pour, au cas où il y en ait besoin pour des techniques qui, un jour, seraient utiles pour les traitements ou bien pour participer à des projets de recherche. Alors, c'est clair que le pathologiste va d'abord devoir dire quel type de cancer il s'agit, si c'est un cancer ou si c'est une boule qui était en fait un fibroadénome. Si c'est un cancer, par exemple, si c'est des microcalcifications, dans la très grande majorité des cas, il va y avoir du cancer in situ. On ne va pas en parler plus que ça aujourd'hui avec Paul. C'est une maladie qui reste dans l'arbre galactophorique des canaux du sein et qui n'entraîne pas de métastase. C'est un précancer, le carcinome in situ, et il est traité soit par chirurgie complétée par de la radiothérapie, soit traité par une mastectomie totale. Et voilà. Là, on se place dans le cas de figure où c'est un stade d'après, c'est un cancer infiltrant. Et sans être pathologiste, est-ce que vous voyez qu'il y a des formes et des couleurs différentes qui vont permettre au pathologiste qui a appris pendant son internat à reconnaître toutes ces formes des différents types de cancer du sein, des types histologiques de cancer du sein? Il y a une classification des tumeurs du sein et de toutes les autres localisations qui est éditée sous forme de gros livres qui grossissent de plus en plus la recherche et les connaissances avancent, mieux on connaît la diversité des cancers du sein et on va donner le type histologique. Les deux types les plus fréquents, c'est de type non spécifique ou canalaire et puis le type lobulaire. Après, les autres types histologiques sont beaucoup plus rares. Ça, c'est la première information qu'on va donner aux collègues. La deuxième information qui est vraiment essentielle pour comprendre le niveau d'agressivité de la tumeur et surtout sa capacité à se diviser et à ce que les cellules ont de se multiplier. C'est ce qu'on appelle le grade histopronostique. Le pathologiste regarde 3 paramètres. La façon ou non des cellules tumorales de fabriquer des tubes. Alors, les tubes, c'est quoi? Regardez la photo à gauche, parce que je ne crois pas que vous voyez notre flèche, en fait. Ouais. Donc, la petite photo à gauche, vous voyez qu'il y a du jaune orangé, et puis à l'intérieur, il y a des formes qui font comme des petits cercles, des formes ovales, un peu pointues aux extrémités, et qui sont un peu violettes. Il y a même une calcification au milieu de l'une d'elles, qui est ce point un peu noir-violet qu'on voit en haut à gauche de la photo. Ça, c'est un carcinome très bien différencié, c'est-à-dire qu'il ressemble de loin, mais qu'il ressemble quand même à de la glande mammaire normale. De l'autre côté, à droite des 3 photos, la photo de droite, c'est un cancer infiltrant qui, lui, ne ressemble plus du tout à une glande mammaire normale, qui fait des massifs. Les cellules ne sont pas du tout organisées. Et on va y voir plus de division des cellules, ce qu'on appelle, nous, les mitoses. Donc, le pathologiste fait un grade avec la formation des tubes, le compte du nombre de cellules en train de se diviser, le nombre de mitoses, et puis ce mot très compliqué de pléomorphisme nucléaire, qui est en fait la taille du noyau des cellules tumorales d'une cellule à l'autre. Est-ce qu'il est 2 fois, 3 fois plus gros que les noyaux des cellules de la glande mammaire normale? La combinaison de ces 3 paramètres va donner le grade. Et le grade, il est grade 1, c'est des tumeurs qui sont tranquillement évolutives, qui se divisent peu. C'est à peu près 30% des cancers du sein. Et les grades 3, également 30% des cancers du sein, ce sont des tumeurs qui, elles, se divisent très vite. Et puis au milieu, et là on en reparlera tout à l'heure avec Paul, c'est des tumeurs de grade 2, et c'est 40% au moins des cancers infiltrants du sein.
Alors, une fois cette information, c'est un cancer infiltrant. Il est de grade 1, 2 ou 3. Une des informations majeures va être, est-ce que cette tumeur est hormonodépendante ou pas? Et on dit que les récepteurs hormonaux sont positifs si au moins 10% des cellules tumorales sont positives. Alors, regardez, tout à l'heure, les photos, elles étaient roses et violettes. Et là, c'est des photos qui sont plutôt bleues avec des petites taches marron. À la photo de gauche, le cancer n'exprime pas les récepteurs hormonaux. C'est à peu près 20 à 40% de tous les cancers du sein qui sont récepteurs hormonaux négatifs. Et puis, sur la photo de droite, entourée d'un cadre vert, on a des noyaux de cellules tumorales qui sont positifs, qui apparaissent en marron noir sur cette photo. Et puis, vous voyez, j'ai fait un petit cercle rouge. On dit qu'il y a au moins 10% des cellules qui sont positives pour dire que la tumeur est récepteur hormonaux positive. Et là, vous voyez, dans le petit cercle rouge, il y a des noyaux négatifs. Donc, gardons bien ça en tête. En tout cas, cette tumeur, elle appartient à la très grande majorité des cancers du sein. 60 à 80% des cancers du sein sont récepteurs hormonaux positifs. Alors, pourquoi j'insistais sur cette possibilité d'avoir des noyaux négatifs dans les cellules tumorales? Eh bien, parce que au cours de la maladie, si des cellules sont parties de la tumeur dans le sein, ce que nous on appelle la tumeur primaire, il y a la possibilité que ce soit des cellules qui exprimaient les récepteurs hormonaux ou bien ces quelques cellules qui n'exprimaient pas les récepteurs hormonaux dans une tumeur positive. Alors, si ce sont ces cellules négatives qui sont parties, la métastase peut avoir un phénotype différent de la tumeur qui était dans le sein. Et si on compare toutes les études qui ont été faites sur ce sujet très important de bien caractériser les métastases en les comparant aux tumeurs primaires, on voit qu'à peu près 20% des tumeurs changent de statut, c'est-à-dire qu'elles perdent les récepteurs aux oestrogènes, jusqu'à 30-31% perdent les récepteurs à la progestérone. Et puis, on va reparler d'HER2 dans un instant, et il peut être perdu dans 10% des cas. Donc, ça explique qu'il faut vraiment bien analyser la biologie de la métastase, puisque c'est celle-là qu'on devra traiter dans la situation où une rechute survient. Alors, HER2, c'est essentiel également, comme les récepteurs hormonaux. On a à peu près 13% de tous les cancers du sein primaire qui présentent cette caractéristique d'exprimer cette caractéristique biologique qui est la présence d'un très grand nombre de molécules HER2 à la surface des cellules tumorales. Regardez la photo en haut et à gauche, sous la petite vignette score 3. C'est encore une fois bleu et marron, et ce qui est très fortement marron, c'est la membrane des cellules tumorales qui surexprime HER2. C'est un cancer HER2 positif et qui donc peut bénéficier de l'herceptine et de toutes les molécules dirigées contre HER2. Puis après, les choses sont, et quelques-unes d'entre vous peut-être l'ont vécu, on n'a pas eu le compte-rendu de pathologie tout de suite parce que le pathologiste devait analyser le statut d'HER2 avec une autre technique que cette première technique en couleur bleu et marron, qui est une technique qu'on appelle hybridation in situ pour aller trier les tumeurs du sein qui ont un petit peu d'HER2, mais pas assez pour dire que le cancer est positif immédiatement. Et là, on ne va pas regarder la présence de HER2 sur les cellules tumorales directement, mais on va regarder dans le noyau des cellules tumorales la présence du gène HER2 en un grand nombre d'exemplaires ou pas. Et donc, vous voyez, sous la vignette hybridation in situ, il y a deux situations. Il y a une situation où, dans les noyaux des cellules tumorales, il y a beaucoup de copies du gène HER2
le gène est amplifié et le pathologiste, avec 8-10 jours de plus d'analyse, peut dire « oui, c'est un cancer HER2 positif ». Sous la vignette et inscrivant non amplifié, il n'y a que 2 copies du gène HER2. Il apparaît en rouge, c'est les petits points rouges cette fois-ci, parce que ça se regarde en fluorescence, ça ne se regarde plus en couleur marron et bleu, ça se regarde en fluorescence, et on voit que là, il n'y a que 2 copies du gène HER2. Et là, ce cancer-là, il n'est pas positif pour HER2 directement. Puis après, on a des cancers, et c'est la très grande majorité des cancers du sein, qui sont HER2 score 0, c'est-à-dire négatif. Et puis, il y en a encore une autre catégorie qui s'appelle HER2 score 1+. Alors là, il y a des espoirs incroyables, et probablement qu'on va en reparler un peu plus tard avec Paul. Retenez que les scores de plus que le pathologiste va indiquer comme étant non amplifiés, ou bien les scores 1+ pour HER2, forment un groupe de tumeurs des HER2 faibles. On en reparlera tout à l'heure si vous avez des questions et on y reviendra. En tout cas, maintenant, autant pour les récepteurs aux oestrogènes, c'est positif ou négatif. Pour HER2, on va dire, moi je vais dire à Paul, cette tumeur est HER2 positive ou elle est négative pour HER2 et puis elle est positive faible pour HER2. Il y a 3 catégories. Alors, la dernière grande catégorie de cancer du sein infiltrant, qu'il soit dans le sein ou métastatique, c'est les cancers triple négatifs. 15 à 20% de tous les cancers du sein, plus fréquents chez les femmes plus jeunes et beaucoup plus rares après 70-75 ans. Ça représente 9% après 75 ans seulement, des cancers qui sont triple négatifs. Vous voyez mes photos au milieu, là, encerclées de vert, elles sont toutes bleues. Parce qu'il n'y a pas d'expression des récepteurs aux oestrogènes, pas d'expression des récepteurs à la progestérone, et HER2 est négatif. Ces tumeurs triple négatives, dont vous avez probablement tout entendu parler, ce sont des tumeurs en plus qui sont de grade 3. Et donc, là, il va y avoir des traitements ajustés, dont Paul va reparler. Ces tumeurs triple négatives, si par malheur une métastase s'est développée dans le foie, dans le poumon, une biopsie est faite et le pathologiste va regarder la présence d'un marqueur PDL1 au niveau des globules blancs, du stroma, des lymphocytes. Le stroma, c'est ce qui entoure les cellules tumorales, et au niveau des cellules tumorales. Et la positivité, vous voyez, dans la photo encadrée en vert, encore une fois, il y a de la couleur marron et de la couleur bleue. Ce qui apparaît marron, c'est la positivité des cellules tumorales et des lymphocytes qui l'entourent. Là, je peux dire à Paul, c'est une tumeur pour laquelle le CPS est supérieur ou égal à 10. C'est donc un CPS positif pour le marqueur PDL1. Je dis plein de termes qui sont peut-être un peu compliqués pour celles qui n'ont pas eu cette information les concernant, mais pour celles qui ont traversé cette situation, elles voient probablement de quoi le médecin parlait. C'est encore une fois une analyse qui est faite sur le tissu et qui a pris un peu de temps supplémentaire par rapport à l'analyse de la biopsie pour affirmer qu'il s'agit bien d'un cancer métastatique. Alors, on a parlé du diagnostic sur les tissus, de la tumeur primaire, de sa caractéristique, est-ce qu'elle est hormonodépendante, est-ce qu'elle est triple négative, est-ce qu'elle est HER2, HER2 positif ou HER2 faible. Ensuite, on peut, si besoin, aller extraire des tissus de l'ADN et des ARN. Ça, c'est des acides nucléiques. Bon, c'est des dérivés des chromosomes ou des fragments de chromosomes pour l'ADN et sur lesquels on va pouvoir faire des analyses supplémentaires. On va analyser la séquence de l'ADN, c'est-à-dire son orthographe.
voir si l'orthographe est normale ou s'il y a des fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe de cet ADN, ce sont des mutations. Et certaines sont très intéressantes parce qu'elles deviennent des cibles de traitement ciblés intelligents. Alors, on peut aller extraire ces ADN et ces ARN sur le tissu qui nous a été confié, les biopsies ou les pièces opératoires de la tumeur du sein ou de la métastase. Et en plus de l'ADN de la tumeur ou de l'ARN de la tumeur, on peut aussi faire une prise de sang pour regarder deux informations. Est-ce qu'il y a une mutation constitutionnelle, c'est-à-dire héréditaire, transmise dans la famille ou survenant de façon, de façon constitutionnelle, mais pour la première fois dans la famille. Ça, c'est sur l'ADN des globules blancs qui circulent dans le sang. Et puis, il y a une autre chose qu'on peut regarder à partir des prises de sang, c'est ce dont vous avez peut-être entendu parler sous le terme de biopsie liquide, qui en fait est la recherche de mutations dans l'ADN qui circule, l'ADN tumoral qui circule dans le sang et qui est relargué par les cellules tumorales qui dans la tumeur primaire ou dans les métastases, qui se cassent, si vous voulez, et qui libèrent leur ADN dans le sang. Alors, pour préparer l'ADN ou l'ARN à partir des tissus, nous, on peut prendre ces blocs fixés et inclus en paraffine. Donc là, vous voyez le petit bloc en haut à gauche, ce qui est bleuté avec un fragment de tissu au milieu. Là, c'est une technicienne qui s'appelle Caroline, qui est à la coupe, qui va faire des coupes qu'on appelle, nous, épaisses, mais ça fait 10 microns. Celles qui nous servent pour le diagnostic, elles font 3 microns. On va vérifier qu'il y a bien de la tumeur, des cellules tumorales, et après, on va donner ces lames sans coloration, donc plus du tout en rose et violet, mais juste comme ça, directement après la coupe, pour l'extraction de l'ADN et de l'ARN. Mais attention, quand on fait un séquençage de la tumeur, il faut bien comprendre qu'il y a toujours le stroma qui reste avec quelques cellules de globules blancs normaux, puis il peut y avoir quelques glandes du sein normal qui restent dans une tumeur. Et il y a les cellules tumorales. Donc ça veut dire que quand on séquence l'ADN de la tumeur, on peut aussi avoir des informations sur l'ADN constitutionnel, celui qu'on a dans toutes nos cellules, qui est strictement identique dans toutes nos cellules. Et les généticiens, en particulier à l'Institut Curie, vont analyser pas seulement un gène, mais un groupe de gènes, c'est ce qu'on appelle un panel de gènes. Et c'est aussi pour ça que c'est très important d'être informé quand on va faire ces séquençages pour rechercher les mutations héréditaires de certains gènes comme BRCA1 et BRCA2. Parce que si on trouve ces mutations à partir de l'ADN tumoral, on va aller vérifier si ça existe au niveau constitutionnel. Et là, en France, on est fort d'un réseau de généticiens qui vont bien expliquer les conséquences que ça a pour toute la famille. Et ça, c'est formidablement important, puisqu'on sait très bien qu'après, il y aura des prises en charge pour les familles où il y a ce type de mutation. Alors, voilà. On va essayer maintenant de voir comment tout ceci peut s'appliquer. Alors, vous avez sur cette diapositive beaucoup de mots-clés. Il faut bien comprendre que finalement, chaque mot qui est posé répond à un des éléments de cette fameuse caractérisation et a pour objectif de s'intégrer dans le parcours de soins qui est figuré en fait par ce type de schéma, qui sont en fait les enchaînements de décisions en fonction des paramètres qu'on retient. Alors, vous avez l'ARN tumoral qui va donner lieu à ce qu'on appelle une signature pronostique dans certains cas. On est dans une situation adjuvante, c'est-à-dire que la patiente a été opérée de son cancer du sein. Ce cancer présente de manière dominante des récepteurs aux œstrogènes, n'exprime pas HER2,
Et on considère une situation clinique qui est la plus fréquente pour les cancers du sein, qui est celle de la patiente qui est ménopausée au moment du diagnostic. En réunissant toutes ces informations qui sont d'ordre à la fois clinique, l'âge de la patiente et ses conditions médicales particulières, la situation post-opératoire, et ce qu'on appelle le risque clinique qui est détaillé par deux choses essentielles qui sont la taille tumorale, on n'est pas beaucoup revenu dessus, mais dans l'aspect de caractérisation, il y a aussi des aspects anatomiques. Est-ce que c'est gros, est-ce que c'est petit? Et deuxièmement, est-ce que les ganglions sont atteints ou pas, tels que nous donne comme renseignement le ganglion sentinelle? Et à ça vont s'ajouter les éléments de description biologique que nous venons de revoir. Donc, on va finalement identifier trois situations cliniques qui sont basées sur ces éléments-là, la taille, le grade, l'âge, le statut des récepteurs aux hormones, le statut HER2 et le statut ganglionnaire. Et donc, on met tout ça dans le petit paquet, on remue et ça nous donne trois situations. Soit on considère qu'on est dans une situation de bas risque clinique. Donc, on a utilisé ces éléments de caractérisation anatomique et biologique pour dire, non, finalement, il n'y a pas beaucoup de risque de rechute. Et donc, en particulier, on ne retiendra pas d'indication de chimiothérapie complémentaire. À l'opposé, eh bien, il y a des critères de haut risque, le haut grade par exemple, la taille plus de 5 cm, un envahissement ganglionnaire important, et tout ça va plutôt conduire à une indication de chimiothérapie complémentaire. Et puis, il y a évidemment des situations qui sont intermédiaires, qui ne sont pas forcément majoritaires, mais qu'on rencontre régulièrement, pour lesquelles on a développé depuis maintenant une quinzaine d'années ces fameux tests génomiques qui sont des éléments où on va apprécier des caractéristiques liées à l'ARN tumoral, donc extraits comme on vient de le voir à l'instant, et qui vont compléter l'information, donc nous donner un niveau de caractérisation supplémentaire, et qui va compléter l'information pronostique. Et là, on se retrouve finalement, on va rebasculer dans chacune des deux situations, soit finalement le risque est considéré comme faible ou pas très élevé, on ne proposera pas de chimiothérapie complémentaire, soit on bascule plutôt du côté haut risque, et on va plutôt proposer une chimiothérapie complémentaire. Donc le but là, c'est vous montrer comment s'intriquent des éléments de diagnostic élémentaire, la taille des ganglions, des éléments de diagnostic biologique conventionnel, et éventuellement, si besoin, et si besoin seulement, et donc pas chez tout le monde, et on prend le temps de le faire, des éléments biologiques supplémentaires de caractérisation. Autre aspect, pour l'aspect un peu catalogue, et qui fait le lien avec ce que disait Anne il y a un instant, à quoi ça sert de mettre en évidence l'existence d'une mutation constitutionnelle, c'est-à-dire potentiellement héréditaire, mais donc présent dans toutes les cellules normales et tumorales, de ces gènes BRCA1, BRCA2, éventuellement des apparentés. Il y a maintenant toute une série de gènes apparentés qu'on regarde également. Alors c'est important, jusqu'à présent, et c'était essentiellement dans des contextes de diagnostic génétique et d'organisation du suivi, éventuellement de chirurgie prophylactique, et cette notion s'est enrichie très récemment d'éléments thérapeutiques. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à mieux comprendre comment fonctionnent ces anomalies génétiques et interagissent avec ce qu'on appelle les voies de réparation de l'ADN, avec des intervenants, alors BRCA1, BRCA2, donc qui sont anormaux, et puis un intervenant complémentaire qui s'appelle PARP, qui en fait une espèce de binôme, si vous voulez, physiologique avec BRCA1, BRCA2. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça et à quoi ça sert en clinique ? Eh bien, il y a une métaphore qu'on utilise parfois, qui est celle-ci de la table, si vous voulez, avec ses 4 pieds, et notamment 2 pieds importants qui s'appellent PARP, on vient de le voir, et BRCA1, BRCA2, eh bien, soit l'un ne marche pas, on donne un médicament, mais BRCA2 est normal, il ne se passe pas grand-chose, la table est peut-être un peu bancale, mais grosso modo va rester debout, c'est-à-dire que la cellule tumorale va survivre, soit on est porteur d'une mutation qui retrouve dans les cellules tumorales, et donc il y a un pied qui manque d'emblée, et vous comprenez que si on rajoute un médicament, donc sur la foi de cette anomalie génétique et donc diagnostiquée de manière supplémentaire, on rajoute le médicament, le deuxième pied va être retiré et donc la table va se casser la figure. Sous-entendu, la cellule tumorale doit mourir et donc c'est un effet thérapeutique. Cet effet, il est démontré aussi bien chez les patientes qui ont un cancer du sein avec des métastases et porteuses d'une mutation BRCA, et c'est bien pour ça que maintenant on le recherche à peu près systématiquement. Et il y a une utilité clinique également démontrée au stade précoce, donc chez les patients qui n'ont pas de métastases, mais avec des critères de risque élevés de rechute, un peu comme on vient de le voir pour la catégorie des cancers du sein RH+, et ça s'applique aussi aux cancers du sein triple négatif graves. Tous ne sont pas forcément aussi graves que qu'on veut bien l'entendre. Alors, on a parlé d'ADN tumoral circulant. Pourquoi c'est important ? C'est important d'abord parce que c'est un domaine vraiment d'innovation. C'est un domaine qui est en plein essor et qui va encore beaucoup bouger certainement dans les années qui viennent.
aussi bien pour des raisons de connaissance fondamentale de ce qu'est cet ADN qu'on peut diagnostiquer dans le sang. Il y a de l'ADN normal qui circule et de l'ADN anormal qui circule chez tout le monde. Ça, c'est physiologique. Et cet ADN anormal, d'ailleurs, augmente un peu avec l'âge. C'est un phénomène du vieillissement. Et là-dedans, nous commençons maintenant à avoir les moyens de trier le bon grain de livret, si j'ose dire, donc de mettre de côté ce qui est normal ou physiologique, si vous voulez, de ce qui est anormal et donc potentiellement révélateur d'une anomalie tumorale qu'on va capturer dans le sang. Pourquoi c'est ça? Eh bien parce que les cellules tumorales, vous savez, circulent dans le sang, c'est ce qui donne les métastases, mais aussi se dégradent, et en se dégradant, vont libérer un certain nombre d'éléments qui vont circuler aussi, dont l'ADN. Et donc, un tube de sang et tout un tas de techniques derrière qui vont permettre de mettre en évidence certaines mutations qui peuvent avoir un intérêt à la fois pronostic et diagnostic. Alors, à quoi ça peut servir l'ADN tumoral circulant, puisqu'on parle d'innovation et d'application thérapeutique? Vous avez là un schéma et vous trouverez maintenant, si vous cherchez un petit peu, des dizaines de schémas de ce type-là, qui en fait représentent, et on va prendre le temps de le détailler un tout petit peu, représentent les différentes étapes possibles de la vie de quelqu'un qui est atteint d'un cancer. Il y a un moment où le cancer apparaît, donc on est plutôt à la phase de dépistage éventuellement. Il y a un moment de diagnostic et donc de suivi immédiat. Il y a un moment de suivi après traitement et donc de surveillance éventuellement de rechute ou d'apparition de métastases. Et puis il y a des moments de traitement, éventuellement de résistance au traitement. Eh bien, on commence à avoir assez bien montré, dans certaines situations, pas forcément dans toutes, mais dans certaines situations, pour certains cancers et pas pour tous les cancers, qu'on pouvait, grâce à la détection de certaines anomalies tumorales dans le sang, ADN tumoral circulant, rendre un service médical et thérapeutique éventuellement aux patients. Deux exemples parmi d'autres. Un essai qui s'appelle PADA1 ou PADA1 qu'on a fait à Curie avec d'autres, qui a essayé d'utiliser des mutations d'un gène qui s'appelle le SR1 pour moduler le traitement hormonal. Et puis un essai britannique qui s'appelle PlasmaMatch, qui est plus large spectre, pas uniquement les cancers du sein récepteurs positifs, pareil, qui pose la même question d'essayer de cibler le traitement en fonction des mutations circulantes. Il y a des modèles très avancés, notamment dans le cancer du poumon, par exemple, où on peut donner des traitements uniquement sur la foi d'ADN tumoral circulant. Il n'y a pas besoin de refaire des biopsies sous scanner ou chirurgicales, par exemple. Alors, quand on met tout ça bout à bout, donc tout ce qu'on vous a raconté depuis le début, la caractérisation clinique, la caractérisation anatomopathologique et immunohistochimique conventionnelle, un récepteur grade HER2, maintenant PDL1 qui est rentré dans la routine, et des éléments de séquençage ou d'expression d'ARN, on a vu des signatures, on a vu des mutations, tout ça nous donne ce qu'on appelle des marqueurs théranostiques, un petit mot-clé du jour, théra comme thérapeutique, gnostique comme diagnostic ou pronostic. Et donc, ce sont des éléments de caractérisation biologique tumorale qui vont soit capturer dans le sang, soit capturer dans la tumeur, parfois les deux, qui vont nous donner des informations supplémentaires. Vous voyez que de 2019 à 2021, la liste a plutôt augmenté, et vous avez ici toute une série d'altérations, RBB2, PIK3CA, BRCA, on en a vu une partie, NTRK, ESR1, PTEN, etc., qui sont considérées comme étant valides au sens, elles apportent quelque chose sur le plan du pronostic et ou elles apportent quelque chose sur le plan de la décision thérapeutique. Et on va de nouveau l'illustrer dans un instant. Alors, comment tout ça s'intègre dans ce fameux parcours de soins? Alors, reprenons par exemple nos cancers du sein récepteurs hormonopositifs, pas un cancer du sein tout venant, mais au moment de la maladie métastatique. Et donc, que ce soit d'emblée ou en rechute, finalement, la question n'est pas forcément si différente. Le premier point, c'est la biopsie de la lésion métastatique, et vous avez vu au début que c'était faisable et aujourd'hui en routine. Deuxième point, on regarde de nouveau les récepteurs œstrogène, progestérone, HER2, parce qu'on vous l'a souligné, il peut y avoir des variations par rapport à la tumeur primitive, et cette information est essentielle. Et puis, donc, on va mettre de côté les cancers du sein HER2 qui ont un traitement aujourd'hui qui est extrêmement stéréotypé, en tous les cas dans les phases initiales. Les cancers du sein triple négatif, on rajoute un élément qui est PDL1, on rajoute BRCA, donc tout ça c'est de la routine. On peut rajouter éventuellement un truc qui s'appelle MSI, qui est un compte de mutation, si vous voulez, qui montre à quel point l'ADN est modifié par rapport à l'ADN normal. Et tous ces éléments-là vont guider le traitement. Pareil pour les récepteurs œstrogènes positifs. On regarde une mutation. Alors en France, on n'a pas accès aux médicaments qui citent PIK3CA, mais il y a des pays qui ont accès. Vous voyez qu'on regarde BRCA de nouveau. Il y a des anomalies communes qu'on peut regarder. Bref, tout un catalogue d'éléments de diagnostic qui vont devoir s'intégrer, qui font que parfois vous allez devoir attendre le traitement. Et encore une fois, je me permets d'insister, il vaut mieux attendre 15 jours
et prendre la bonne décision que de se précipiter. Je le redis, il n'y a quasiment jamais d'urgence en cancérologie mammaire, en dehors de l'urgence psychologique qui est très bien comprise, mais notre but ici, c'est de vous faire comprendre que ce qui est important, c'est la prise en charge et la bonne qualité des étapes successives pour amener à la bonne prise en charge thérapeutique. Et puis, par exemple, si l'on veut se focaliser sur les cancers du sein récepteurs positifs, il y a des traitements qui ne nécessitent pas forcément de caractérisation, outre le fait de savoir qu'il s'agit bien toujours d'un cancer du sein ER+. On peut faire de la biopsie liquide, on l'a vu, pour BRCA, BRCA2, pour PALB2 par exemple. Et puis en fonction de tout ça, vous voyez qu'en fonction des anomalies et d'éléments cliniques additionnels, donc caractérisation clinique cette fois-ci, eh bien, il y a des options thérapeutiques qui peuvent être proposées et qui sont recommandées, vous voyez, dans ces arbres de décision. Donc les chemins de soins ne seront pas les mêmes selon ces éléments de caractérisation qui sont maintenant aujourd'hui notre routine et notre mode de raisonnement plus pluricotidien. Alors, je vous propose de synthétiser tout ça en deux parties. Il y a des éléments qui sont utilisés, qui sont validés et utilisés. Alors, au stade précoce, le type histologique, donc lobulaire, canalaire, il y a des formes rares, par exemple dans les triples négatifs, tous ne sont pas de haut grade, la majorité le sont, mais tous ne le sont pas, et il y a des formes histologiques rares, donc de type histologique, auxquelles on ne va pas faire de chimiothérapie en toute connaissance de cause. Le grade, les récepteurs, progestérone, HER2, la prolifération, c'est un peu lié au grade. J'aurais dû rajouter là la taille et le statut ganglionnaire. On peut, si besoin, et si besoin seulement, ajouter des signatures pronostiques, et en cas de forme à haut risque de rechute, éventuellement, ou d'histoire familiale évidemment, rajouter la recherche BRCA, compte tenu de l'indication de l'olaparib à la phase précoce, pour certaines formes de cancer du sein. À la phase avancée, donc tous ces éléments-là, à la phase avancée, il y a des choses qu'on récapitule, les récepteurs, on l'a assez dit, PD1, PDL1 qui s'ajoutent pour les cancers du sein triple négatif, des éléments de séquençage, PIK3CA, le taux de mutation, une fusion qui s'appelle NTRK, bref, des altérations tumorales spécifiques qui peuvent guider, par exemple, une immunothérapie, par exemple, une thérapie ciblée, pour NTRK. Et puis des éléments constitutionnels, BRCA ou PALB2, qui est un copain de BRCA, qu'on va aussi regarder à la phase avancée si ça n'a pas été fait avant, toujours pour indication. Tu veux rajouter quelque chose? Voilà, je voulais rajouter quelque chose. En fait, pour bien dire, en fait, pour bien dire que quand une tumeur est HER2 positive ou triple négative et que c'est un sein précoce, nous on appelle un sein localisé dans le sein, la maladie est localisée dans le sein, vous allez proposer une chimiothérapie avant la chirurgie. Et ça, peut-être qu'on ne l'a pas schématisé. Jusqu'à ce point de détail, oui. Non, mais c'est parce que je pense que certaines qui nous écoutent peut-être se disent, mais pourquoi je n'ai pas eu le même traitement que… Et c'est vrai que c'est très important de comprendre que la majorité des centres maintenant proposent la chimiothérapie avant la chirurgie pour les femmes qui ont des tumeurs triple négatives ou HER2 positives au stade précoce. Voilà, je te relaisse la parole. Non, tout à fait. Alors, je vais y revenir dans un instant d'ailleurs. C'est un point très important parce qu'il y a dans la caractérisation, il y a un élément additionnel qui est la caractérisation sous traitement. Il y a ce qui se passe au début et il y a éventuellement ce qui se passe après. Pour revenir sur l'histoire des HER2 faibles, quand on dit HER2 ici, vous avez bien compris qu'il y a trois situations. Les HER2 0, alors, triple négatif si les récepteurs sont négatifs, ou hormonosensibles si les récepteurs sont positifs. Les HER2 amplifiés, donc on rentre dans le spectre des cancers du sein HER2 positifs. Et puis les HER2 dits faibles, donc cette forme intermédiaire. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on dispose de médicaments qui vont utiliser cette capacité des cellules tumorales à avoir un petit peu d'HER2 pour utiliser des médicaments qu'on appelle les anticorps reconjugués qui vont mettre à profit l'existence de cette protéine HER2 sur la membrane tumorale pour faire rentrer spécifiquement la chimiothérapie. Effectivement, ça donne des très bons résultats, y compris dans des phases plutôt avancées de cancer du sein, mais on espère assez vite le développer dans des phases beaucoup plus précoces. Et puis à côté de ça, vous avez beaucoup d'innovations. Alors pour le sein précoce, pourquoi on a remis les signatures ici? Parce que, et c'est en lien avec ce que vous disiez Anne Salomon il y a un instant, un des mouvements importants de la cancérologie mammaire au stade précoce, c'est les inversions de séquence. Il faut bien là aussi entendre que dans ce qui est important, donc on a vu toute cette phase diagnostique qui est fondamentale, et après ce qui est important c'est d'être traité, ce n'est pas forcément d'être opéré. Et à partir du moment où il y a un traitement qui est mis en place et que ce traitement est adapté à ce qu'on sait de la maladie, les chances de survie sont les mêmes, voire meilleures, et parfois il vaut mieux démarrer par un traitement médical, laisser la tumeur en place et voir ce qui se passe. Pourquoi voir ce qui se passe? Parce que finalement, c'est l'évaluation sous traitement,
Alors, signature, recaractérisation du grade, recaractérisation des récepteurs, recaractérisation des ganglions après traitement premier, qui va faire modifier le traitement ultérieur et donc relever un pronostic qui peut-être aurait été évalué de manière absolument incomplète. Et puis, il y a d'autres techniques qui apparaissent. Il y a des nouvelles techniques de signature dont on espère qu'elles vont concurrencer les signatures commerciales dont on est un peu dépendant, qui n'ont pas encore de remboursement définitif en France. Et je crois que Laure en a parlé il n'y a pas très longtemps dans certains médias. Et puis, d'autres approches tout à fait innovantes sur tout ce qui est numérisation. Alors, la numérisation, tout à l'heure, je l'ai évoqué. En fait, les pathologistes travaillent à partir de cette coupe de tissu de la biopsie qui a été faite à la personne soignée ou de sa pièce opératoire. Mais maintenant, on peut scanner les lames et les transformer en lames digitales, en lames virtuelles. Et à partir de ces données numériques, des ingénieurs mathématiciens mettent au point des algorithmes pour prédire s'il y a une mutation de BRCA ou de BRCA1 ou de BRCA2, s'il y a un pronostic favorable ou défavorable. Ça, c'est encore de la recherche. Mais d'ici à 5 ans, on espère que ce sera fait pour chaque diagnostic. Il faut déjà que tous les pathologistes soient numérisés. Nous, on est le 3e hôpital français et le premier centre de lutte contre le cancer à passer au tout numérique. Mais c'est beaucoup d'équipements, etc. Donc, c'est de l'innovation qui a toujours, comme d'habitude, un coût. Voilà. Mais en tout cas, ça ouvre des perspectives intéressantes parce que ça ne veut pas dire d'autres prélèvements ou d'autres analyses compliquées. C'est des mathématiques qui vont être faites sur les lames qui, de toute façon, existent. Voilà. Voilà. Et pour terminer sur les aspects innovation, caractérisation et cancer du sein avancé ou métastatique. Alors, j'ai remis là ESR1 parce que ça reste encore du domaine de la recherche, mais je l'ai cité nommément parce que certainement, certains d'entre vous en ont entendu parler et qu'il y a des essais en cours qui tournent autour des mutations de ce gène-là. Et plutôt que de vous faire un catalogue de noms cabalistiques qui n'ont aucun intérêt, comprenez bien que les techniques de séquençage, en particulier ADN ou ARN, qui permettent d'avoir des visions extrêmement complètes et maintenant pour pas trop cher et assez rapide du génome, vont nous ouvrir et continuent à nous ouvrir tout un ensemble de traitements. On ne va pas faire le catalogue, mais la plupart, si ce n'est la totalité des essais qui sont maintenant ouverts en cancérologie, sont des essais ciblés. Autrement dit, il n'y a quasiment plus de traitement tout venant. On s'intéresse à telle catégorie, sous-catégorie et telle anomalie moléculaire ou telle variation moléculaire biologique, qu'elle soit capturée par séquençage ou éventuellement par immunohistochimie. Les deux sont faisables et parfois se combinent. Pour mettre à profit en fait ces éléments de différenciation individuelle et traiter au mieux les patients. Voilà, on a fini, on a été un petit peu bavard, j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions, je ne sais pas comment elles vont être modérées, on ne pourra malheureusement pas répondre à tout, mais on est... On a quelques temps pour les questions. Alors, déjà, merci beaucoup. Et je rappelle que cette conférence sera en replay, donc vous pourrez reprendre posément parce que finalement, certaines patientes nous disent alors moi, par rapport à mon compte rendu, je ne retrouve pas exactement le mot, etc. Donc, c'est l'occasion éventuellement d'aller reposer des questions. Je crois que c'est important parce que je crois que le premier message, c'est que on voit qu'il y a des caractéristiques différentes pour les différents cancers du sein et que c'est très important pour établir finalement les meilleurs parcours de soins les plus adaptés à chaque situation. Et juste là, si je peux me permettre, il y a des caractéristiques multiples à plusieurs niveaux. La patiente, l'anatomie de la tumeur, l'anatopathologie au sens conventionnel et la biologie moléculaire. Et c'est le rassemblement de ces différents niveaux de caractérisation qui va faire qu'on fait au mieux. Alors, donc déjà, premier message, on serait d'accord pour travailler avec vous pour que cette fameuse fiche d'identité de la tumeur, la caractérisation, finalement, ce compte-rendu d'Anapat, il puisse être un peu lisible et compréhensible de la majorité des patients. Donc ça, je pense qu'il y a un joli travail à proposer de co-construction pour que finalement, on s'y retrouve et que chacun puisse comprendre en fait ces résultats d'Anapat. Ça, c'est un premier message. Donc là, en fait, on a balayé beaucoup d'informations sur les cancers du sein localisés, les cancers du sein métastatiques éventuellement. Parce que je pense qu'on est écouté aujourd'hui par beaucoup de personnes qui sont donc avec des cancers, sont touchées par des cancers du sein localisés, mais pour autant, on en a parlé très brièvement, les parcours en fait dans le vécu sont pas forcément les mêmes. Certaines vont commencer par des traitements dits néoadjuvants, c'est-à-dire avant la chirurgie, et d'autres, au contraire, vont avoir chirurgie et après des traitements qui seront proposés. Donc, première question, finalement,
dans quelle situation on va faire du néoadjuvant et du coup, est-ce qu'on retravaille, on va faire la biopsie et on décide tout de suite pour différentes caractéristiques de faire néoadjuvant et après, on va confronter avec ce qu'on trouve après la chirurgie. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser un tout petit peu ce champ-là qui se développe en fait beaucoup pour certaines patients? Je réponds? Oui. Ouais. Alors, il y a un premier domaine qui est un domaine très ancien, qui est le cancer non opérable. Hein, il y a des patientes qui se présentent avec des formes très avancées, bon, c'est comme ça, où la chirurgie n'est pas forcément faisable d'emblée, ou à un prix chirurgical énorme et sans garantie de succès. Donc là, on démarre par un traitement médical, chimiothérapie ou autre, qui est adapté précisément à tout ce qu'on vient de voir. Ensuite, dans des conditions standards, c'est-à-dire cancer du sein opérable, il y a 3 situations. Les cancers du sein HER2 positifs, les cancers du sein triple négatif et les cancers du sein hormonodépendants. Pour les cancers du sein triple négatif et HER2 positifs, pour lesquels on le sait d'avance, de toute façon prescrire une chimiothérapie, on le sait d'avance, c'est au moins 2 cm ou un enregistrement ganglionnaire connu, on démarre le traitement par la chimiothérapie. Pourquoi? Parce que précisément, c'est la caractérisation après chimio pour ces 2 variétés de cancer, HER2 et triple nég. Donc cette deuxième étape de caractérisation sous traitement qui donne en fait le vrai pronostic de la maladie et qui va permettre d'adapter les traitements post-opératoires, ce qu'on n'aurait pas pu faire par définition si on avait opéré d'emblée. Et donc ça redresse le pronostic pour certaines malades qui en ont besoin, pas pour toutes, et c'est bien le fait de traiter d'abord qui permet d'identifier, de faire le tri. Enfin, pour les cancers du sein récepteurs positifs, il y a un débat très ancien qui consiste à comparer hormonothérapie, chimiothérapie, plutôt pour les grosses tumeurs. Ce débat est en train de se raffiner. Et c'est là où on est en train de mieux positionner les chimiothérapies, de mieux positionner les thérapies ciblées éventuellement. Mais ça, c'est encore du domaine de la recherche. Donc, on est plus sur des concepts un peu plus anciens. Grosse tumeur, je fais un traitement d'abord parce que je ne peux pas opérer. Chimiothérapie ou hormonothérapie, les deux peuvent être recevables. Et ça dépend de tous ces paramètres-là et de l'âge, etc. Et puis, c'est beaucoup un champ de recherche très actif pour justement voir si on peut appliquer à cette situation qui est quand même la plus fréquente, les connaissances et les progrès qui ont été développés dans les 2 autres variétés de cancer du sein. Merci beaucoup. Alors, merci pour la clarté de vos propos et le parcours de la tumeur que vous nous avez bien expliqué et son importance justement pour mieux caractériser, mieux soigner et établir les pronostics. Alors, on avait une question de Valérie qui nous disait comment on peut expliquer parfois la différence entre la biopsie préopératoire et ensuite sur la pièce opératoire, parfois on a des informations qui sont différentes. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Absolument. Je vais y revenir là-dessus parce que ce que je voudrais vous remontrer, est-ce que vous pouvez vous focaliser sur la petite photo qui est sous le mot biopsie et la pièce opératoire? La biopsie, ça fait peut-être 1 à 2 cm de long, voire 3 cm de long, mais ça mesure 2 mm de diamètre. C'est donc un échantillon de la tumeur. On n'analyse pas du tout la même surface tumorale et de ce fait, comme on disait, une tumeur est considérée hormonodépendante à partir du moment où elle a plus de 10% des cellules qui sont positives, eh bien, imaginez que là où le radiologue a mis son aiguille, a prélevé un échantillon de la tumeur. Là, les cellules tumorales étaient positives pour les récepteurs aux oestrogènes et la progestérone. Et puis, quand on analyse la pièce opératoire en entier, on voit que c'est effectivement seulement dans la zone où il y a eu la biopsie et tout le reste est négatif. Bon. Donc, en fait, ça illustre la problématique de l'hétérogénéité intratumorale. Et en fait, il peut y avoir, pareil, des différences entre le grade de la biopsie et le grade de la pièce opératoire. Voilà. Mais pour les tumeurs HER2 positives ou les tumeurs triple négatives, c'est finalement les tumeurs qui vont être, entre guillemets, les plus homogènes. Donc, c'est la biopsie, l'échantillon est un vrai bon reflet de la totalité de la tumeur. J'espère que je suis claire, mais je vais compléter. Ouais. En fait, le message là est les cancers en général
les cancers du sein en particulier sont des situations médicales plutôt hétérogènes. Et donc, quand vous voyez effectivement une pièce opératoire, comme il est indiqué là, où on devine probablement dedans, il y a une tumeur qui ne fait pas 3 mm, on peut facilement conceptualiser le fait que toute cette tumeur n'est pas la même partout. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité spatiale. Malheureusement, c'est comme ça. Ça fait qu'effectivement, des variétés qui sont plus ou moins hétérogènes. Le deuxième point de l'hétérogénéité, et vraiment l'hétérogénéité est un mot-clé, c'est l'hétérogénéité temporelle. J'ai vu passer dans le chat des questions sur les différences, et on l'a évoqué, entre la tumeur primitive et les métastases. Et donc, il y a des situations où les récepteurs changent, HER2 change, le grade change, parfois le sous-type change un peu, parce qu'il y a tout ou partie de la tumeur qui s'est redéveloppée, parce que les tumeurs ont des modifications biologiques au cours de leur évolution. Et ça, c'est tout cet effort-là qu'on a mis 20 ans, si vous voulez, à mettre en évidence. On avait l'intuition clinique, mais maintenant, on en a la certitude scientifique, et qui fait qu'on vous parle tellement de biopsie, de rebiopsie, que ce soit sanguin ou que ce soit tissulaire, pour essayer de capturer cette hétérogénéité et comprendre là-dedans ce qui est utile. Il y a des choses là-dedans qui sont importantes pour la décision et d'autres, on s'en fiche. Et ça, c'est le dialogue avec votre médecin qui doit faire le tri. Alors moi, je vais vous reposer une question sur finalement ce que vous avez annoncé comme un espoir incroyable, c'est-à-dire cette nouvelle façon de caractériser donc les récepteurs HER2 et ce nouveau groupe HER2 faible. Est-ce que vous pouvez nous redire finalement, peut-être dans les situations métastatiques et peut-être demain dans des situations plus précoces, finalement, qu'est-ce que ça change en fait aujourd'hui de connaître et de rechercher HER2 faible. Donc ça, c'est aussi une question. Est-ce que, par exemple, dans une maladie métastatique qui évolue, il faut rechercher, recaractériser ce HER2? Absolument. Alors, c'est quand la biopsie de la métastase est faite, on refait le phénotype complet. On va regarder de nouveau les récepteurs aux oestrogènes, à la progestérone et HER2. Pourquoi? Pour exactement la raison que vous venez de dire. Est-ce que la tumeur est HER2 3+, positif tout de suite, ou est-ce que c'est négatif? Là, c'est deux cas de figure très simples. Est-ce que c'est HER2 faible, c'est-à-dire que l'expression, en fait, il faut que celles qui sont avec nous encore regardent les images qui sont en haut sous les vignettes orange. Score 3+, le marron est très intense. Score 2+, le marron que l'on voit est moins intense. Et score 1+, c'est encore plus faible. En fait, les pathologistes sont en train de vraiment réapprendre. On fait des cours, on entraîne nos collègues à bien analyser le nombre de cellules et l'intensité du marquage en grossissant au microscope ou en zoomant sur les lames numérisées pour vraiment ne pas passer à côté de cette expression HER2 faible, qui est donc en intensité et en nombre de cellules moins fort que dans les HER2 3+ positifs d'emblée. Et cette catégorie HER2 faible, ça représente 55% des tumeurs récepteurs aux oestrogènes positives métastatiques. Et en fait, avant, on ne s'en occupait pas parce qu'on n'avait pas de médicaments. Et c'est comme dans les triple neg, c'est 25 à 30% des triple neg qui sont HER2 faibles. Donc en fait, ça va ouvrir la possibilité de donner ces médicaments dont Paul parlait, qui sont des petits chevaux de Troie qui se planquent sous un anticorps anti-HER2 et qui, sous les anticorps HER2, ont de la chimiothérapie et qui vont pouvoir rentrer cette drogue de chimiothérapie dans les cellules avec une faible expression d'HER2. Donc, c'est des espoirs. Moi, j'étais à San Antonio il y a 2 ans. Moi, quand j'ai entendu parler de ces médicaments pour des femmes multimétastatiques en plusieurs lignes de traitement et qui avaient des réponses, alors là, on se dit, il y a une vraie avancée. Alors, pour élargir le concept, il faut comprendre la chose suivante. Si on reprend très rapidement les classes de médicaments de cancérologie, vous avez la chimiothérapie conventionnelle. Ça, maintenant, ça fait 50 ans, 60 ans que ça existe. Vous avez, depuis maintenant 20, 25 ans, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Au premier lieu, l'hormonothérapie, qui était le premier de toutes les thérapies ciblées, et puis toutes celles qui ont en général le traitement par voie orale. Et puis, vous avez un énorme ensemble qu'on pourrait appeler l'immunothérapie, qui en gros sont des anticorps, tout seuls, donc pas accrochés à quelque chose,
qui sont dirigées soit contre les cellules tumorales, soit contre l'environnement tumoral, avec pour objet de le modifier et de générer une réponse contre la tumeur. Et donc ça, c'est nos 3 piliers, si vous voulez, du traitement du cancer. Et puis, est apparue il y a une dizaine d'années une nouvelle classe médicamenteuse qu'on appelle anticorps drogue conjuguée. Dans le sein, le premier utilisé, c'est un médicament qui s'appelle le Kadcyla, ou TDM1. Donc, anticorps, on retrouve notre notion d'anticorps, donc dirigé contre quelque chose, et drogue, sous-entendu, drogue de chimiothérapie. Donc, ne nous leurrons pas, il s'agit bien de revitaliser certaines chimiothérapies, mais en les utilisant de manière, entre guillemets, intelligente, et en mettant en profit des caractéristiques des surfaces tumorales, HER2, un petit peu, ça suffit, c'est ce qu'on appelle HER2 faible, HER3, TROP2, CD20, etc. Bref, toute une série de marqueurs sur les cellules tumorales, et pas que dans le cancer du sein. Il y a à peu près 10 à 12 anticorps conjugués aujourd'hui autorisés dans le monde de la cancérologie en général. Autrement dit, on va étendre nos domaines de caractérisation au HER2 faible, qui est un bon modèle dans le cancer du sein, et effectivement, ça donne de très bons résultats chez des patients qui ont des maladies très avancées. Donc, c'est une ligne thérapeutique supplémentaire, parfois très efficace, avec des effets de chimiothérapie, il ne faut pas se leurrer non plus, mais qui est un concept plus global et qui s'applique bien au-delà du cancer du sein. Merci beaucoup. Alors, merci parce qu'en fait, vous êtes trop fort en présentation et trop fort en prise de questions. Vous avez réussi à répondre à un tas de questions avec une seule question à la fois. Donc, super. Vous nous avez donné beaucoup d'espoir et projeté dans l'avenir. On a une question de Gaëlle parce que docteur Vincent Salomon, vous nous avez dit que parfois on congelait, parce que plus tard, on allait pouvoir revenir sur les lames, etc. Et Gaëlle nous dit, vous avez parlé de lames numériques, Curie est un des centres dotés de ce système. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à bénéficier de ces lames numériques, de ces analyses numériques sur des pièces congelées pour des patients déjà traités? Voilà. Alors, c'est une question intéressante. Après, pour répondre simplement, on ne fait pas, pour l'instant, il n'y a pas d'avantage pour les patientes à avoir une lame analysée en numérique. Mais on peut imaginer, par exemple, pour les statuts HER2 faibles, justement, l'interprétation du pathologiste est très importante là. Alors, on peut imaginer qu'un algorithme le fera de façon automatique. Et donc, ce qui va arriver, on l'espère dans peu de temps, c'est que, le plus grand nombre des services de pathologie français soient numérisés, c'est-à-dire qu'ils aient de quoi faire la numérisation. Aux Pays-Bas, en Angleterre, ça a été des décisions politiques pour numériser les services de pathologie. Donc moi, il m'a fallu 7 ans progressivement, et la direction de l'hôpital m'a accompagnée dans cette démarche avec beaucoup d'argent à la clé, mais c'est vraiment beaucoup d'efforts d'une équipe entière. Et donc, il faut cet aspect-là des choses. Et puis, en France, on est un pays où il y a beaucoup de mathématiciens qui s'intéressent à cet aspect-là de l'intelligence artificielle en santé. Et effectivement, on va avoir des outils qui augmenteront la capacité, qui amélioreront la standardisation de ce que vont donner les pathologistes comme diagnostic. Mais au jour d'aujourd'hui, premièrement, les anticorps drogue conjugués dont on vient de parler, le Trodelvy, il n'y a pas besoin de faire le marqueur avant. Pour l'instant. Pour l'instant. Deuxièmement, les anticorps drogue conjugués anti-HER2, ils sont en cours d'essai. Et nous, pendant ce temps-là, on ne reste pas sans rien faire. Nos collègues font les essais cliniques et nous, on avance sur la standardisation de la lecture de ces marqueurs qui seront utiles demain. Donc, pour rassurer Gaëlle, au jour d'aujourd'hui, votre tumeur, elle a été parfaitement caractérisée par mes collègues pathologistes qui ont pris soin de votre tissu. Et oui, demain, on fera mieux. Mais ça, c'est comme toute la médecine, je dirais. Avant l'Herceptine, les femmes qui avaient des cancers HER2, elles ne pouvaient pas bénéficier du traitement. Puis un beau jour, en 2005, c'est arrivé pour toutes les femmes, après la chirurgie, elles avaient une tumeur HER2, on a pu leur prescrire de l'Herceptine. Ça, c'est comme ça. Mais on ne peut que se réjouir du progrès. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude. Les pathologies, c'est des médecins des tissus qui passent l'internat de spécialité. Paul, il est oncologue médical, moi, je suis pathologiste.
Donc, on a passé, c'est notre, comme le radiologue, quoi, qui apprend à reconnaître des images en gris et en nuances de gris. Nous, on apprend la vie en nuances de rose et de violet et en bleu et marron. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Moi, je voulais dire deux choses par rapport, parce qu'on arrive malheureusement au terme de notre temps. Donc voilà, on va mettre dans le chat le replay de la rencontre du collectif 1310 du 13 octobre dernier, où vous étiez aussi intervenus et où les personnes qui nous écoutent aujourd'hui pourront aussi retrouver dans les différentes présentations des spécialistes, donc cliniciens chercheurs de l'Institut Curie, pas mal de réponses, différents angles, donc ça peut permettre de croiser avec les informations d'aujourd'hui. L'autre chose aussi, c'est de souligner typiquement la mobilisation des associations pour, à travers leur contribution à la Haute Autorité de Santé, essayer d'accéder notamment aux accès précoces, pour ces médicaments, enfin, parmi les premiers médicaments donc, qui ciblent ce fameux HER de l'eau, entre autres. Donc, on espère… On a l'accès, hein. On a l'accès. Comment ? On a l'accès oui, pour ces médicaments. Mais pour le HER de l'eau, je crois… Enfin, on a l'accès, il y a des critères d'accès, mais on a l'accès. D'accord, mais en tout cas pour les triples négatifs, etc. Bon, bref, il y a un travail de façon… Parce que finalement, ce qui est important à comprendre, c'est que ce HER de l'eau, il peut concerner des patientes hormonodépendantes ou des patients triple négatifs. Moi, je pense que c'est important de dire que ça ouvre c'est comme une nouvelle stratégie, une nouvelle flèche de plus que vous pourriez avoir alors qu'on ne l'avait pas avant. Exactement. Voilà. Du coup, on est très attentif à essayer, et merci d'avoir apporté cette information dès maintenant, parce qu'on voit qu'on est entre la recherche, les essais cliniques, les accès précoces, et puis ce qui est proposé dans les grands référentiels pour tout le monde. Ça veut dire que ça bouge énormément et qu'on sera amené à refaire des informations pour les patients. Je crois que c'est essentiel parce que ces cartouches, c'est des traitements qui marchent, c'est une qualité de vie qui permet de faire plein de choses en parallèle, et c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. Absolument. Voilà. Donc, merci beaucoup, et vous retrouvez donc les replays dans le chat et puis sur mon réseau Cancer du sein et ailleurs, bien entendu. Voilà. Eh ben, merci infiniment. Voilà, le temps imparti est écoulé. Merci beaucoup de votre présence et d'avoir répondu de façon aussi humaine et précise à toutes les questions. Voilà, il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On en est vraiment désolé. Les replays seront disponibles et on vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous, et en particulier au docteur Vincent Salomon et au docteur Paul Cotu qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Bonne soirée. Au revoir. Ouais, merci de votre confiance. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.